Bon, on va enchaîner le docteur Claessens, l'autre point de vue du côté de Bruxelles. Merci à vous. Je voudrais vous remercier comme tout le monde. Michel Bachine m'a fait venir de Bruxelles, un plaisir. Et puis ton organisation, chapeau, c'est bien. Me présentons le temps qu'on mette la présentation. Donc je viens de l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, qui est un hôpital central qui s'occupe essentiellement des gens, problèmes sociaux. On a 80 000 entrées aux urgences. Et donc, on a un SMUR qui sort à peu près 3500 fois par an. Donc, une bonne moyenne, je pense, pour une activité. Et Michel m'a demandé de parler aujourd'hui de la prise en charge du polytraumatisé. Alors, il faut savoir que dans 90% des cas, j'ai dit 90, c'est bien, nous, c'est 90, on peut prédire les lésions en fonction de la typologie. Donc, j'ai pensé qu'il était important de revoir vite la typologie ensemble. Savoir que dans un crash, vous avez 3 types de collisions. Vous avez d'abord contre l'obstacle, puis à l'intérieur de l'organisme, et puis l'entrechoquement des organes dans le corps. Et donc ça, vous ne le voyez pas, vous ne le suspectez pas. Et beaucoup d'urgentistes minimisent l'énergie au moment du crash. Alors le crash, c'est commencé au moment de l'impact, et puis c'est terminé quand tous les objets ont terminé. Mais entre les deux, il y a un échange d'énergie énorme. Je peux vous garantir qu'un véhicule qui fonce à 90 km/h dans un arbre, c'est de l'énergie qui doit se dissoudre quelque part, et certainement dans le corps du patient. Et donc la cinétique, on va rechercher ce qui a cogné quoi, à quelle vitesse, quel fut le temps de freinage, les victimes étaient avec une ceinture de sécurité. Ah mais non, qui a mis sa ceinture de sécurité pour venir ce matin? Ça c'est pas mal, hein. En Belgique c'est 50%. Voilà. Et tout ce que je vais vous raconter ici, c'est souvent des gens qui n'ont pas mis leur ceinture. Alors, il faut savoir que M. Newton a mis une loi que tout le monde connaît bien. L'énergie en mouvement, eh bien, ça s'arrête, l'énergie part quelque part. Ce qui est un peu moins connu, c'est que l'énergie dépend de la vitesse au carré. Donc, si on va plus vite, on a plus d'énergie, donc on s'abîme plus vite. C'est pour ça que nos gouvernements visent à ce qu'on roule un peu moins vite sur nos routes. Et puis, ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que la masse n'intervient pas. C'est-à-dire un petit dans une voiture et un gros comme moi, on subit le même choc. Alors, peut-être ce que les médecins connaissent bien, mais rappelez peut-être pour les urgentistes dans la selle. Donc, il y a le blunt trauma qui est un trauma mousse, donc il y a un coup. Par exemple, sur une paroi thoracique, on ne le voit plus après, mais il y a un défoncement et une lésion intérieure qui s'est prenée, et puis le trauma pénétrant que vous connaissez tous bien, couteau, plaie par balle, etc. Alors, les blunt traumas, vous aurez une trace souvent dans le pare-brise. Le patient est monté, je vous ai dit, il n'a pas mis sa ceinture, il est monté, avec des lésions au niveau cérébral et souvent des lésions par contre-coup au niveau postérieur, comme vous le voyez là. La colonne vertébrale, elle en prend un petit coup, parce qu'elle tourne dans tous les sens, elle suit le mouvement, la tête étant quand même quelques kilos, je ne sais pas combien de kilos, ça fait 2 ou 3 kilos de tête, mis sur une tige, ça bouge dans la voiture. Et je vous ai dit, la trace sur le pare-brise, c'est un élément important dans l'évaluation du trauma. Le thorax peut être comprimé sur le volant. Ça, c'est moins connu, mais vous pouvez avoir des lésions au niveau de l'isthme. Et là, tantôt, on a parlé d'une suspicion de lésion de l'isthme au niveau d'un polytrauma. Et donc, on peut également avoir des insuffisances aortiques par remontée du sang par contresens, qui sont souvent méconnus. Phénomène du paperback, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la personne qui roule en voiture, fait son accident, prend son inspiration, bloque, et on a une lésion pulmonaire associée, ça s'appelle le système, le paperback. Alors, au niveau de l'abdomen, vous avez toutes les lésions qui sont possibles. Une lésion qui est souvent méconnue, c'est l'herniation du tube digestif dans le thorax. Et ça, c'est très ischémiant, ça pose des gros soucis. Et c'est pour ça que chez nous, c'est le simul Paris avec le matelas anti-choc, nous n'utilisons pas parce qu'elle favorise cette herniation du tube digestif dans le thorax. On pourra en discuter si vous voulez tantôt. Alors, collision de voiture, il y en a 5, pardon. À votre avis, le plus grave, c'est quoi? Le latéral. C'est très bien, pas mal. Donc, un latéral, c'est très méchant, ça c'est sûr. On va les voir ensemble. Donc, l'impact frontal, il y a 2 chemins. Soit on va en bas, toujours sans ceinture, ou bien on va en haut, d'accord? Si on va en bas, on tape le genou contre le tableau de bord. D'ailleurs, on va avoir le signe du tableau de bord. Rentrer dans la voiture, vous voyez le tableau de bord qui est abîmé.
Ça va, le gars, il est allé par en bas. Ça peut donner des lésions au niveau de la partie postérieure. On peut avoir un hématome qui apparaît au niveau poplité. Et alors sauter, comme d'habitude, la cheville. On a freiné à fond la caisse et on s'est abîmé la cheville. Ça, c'est typique du chemin par en dessous. Alors, les mouvements latéraux, ça c'est extrêmement grave, on vous l'a dit. Surtout, si vous avez un mort dans une voiture, c'est que l'énergie était telle qu'elle a tué quelqu'un. Celui qui est vivant, il est, je peux vous garantir, très très grave. Ça, c'est un signe important. Bon, vous imaginez les lésions qu'on peut avoir latéralement, pulmonaires. Les fractures du bassin peuvent se faire également latéralement, c'est important. La rotatoire, c'est l'ensemble du tout. Le tonneau, vous l'imaginez, on ne peut vraiment pas savoir ce qui s'est passé puisque finalement, personne non attaché était dans tout l'habitacle. La ceinture de sécurité, important. Savoir que quand vous êtes éjecté d'un véhicule, il faut le savoir, c'est 6 fois plus de lésions. Donc si vous avez quelqu'un, un motard qui est renversé par une voiture, éjecté dans votre tête 6 fois plus. La ceinture sauve des vies, et si vous avez pris vos airbags, ça donne parfois des petites lésions, mais qui sont finalement mineures. Vous savez à quelle vitesse se déclenche un airbag? 300 km/h. Quand ça se déclenche, c'est terrible. Il y a parfois des gens qui sont impressionnés, plus de l'airbag qui a sauté que de l'accident qu'ils ont fait. Alors, la moto, ça je vous engage à apprendre à retirer un casque, ça me paraît important. Ça, je ne sais pas vous le montrer ici, mais c'est important à connaître. Et spécifiquement, le motard, quand il passe au-dessus, peut se fracturer les deux fémurs. Il faut savoir également qu'on peut avoir, s'il n'est pas protégé par ces équipes de protection, il peut avoir des brûlures importantes par glissement sur la surface, sur l'asphalte. Alors, les piétons, il faut savoir que psychologiquement, ça ne sait pas pourquoi, mais l'enfant se détourne de l'obstacle, se détourne et l'enfant fait face. Donc l'enfant souvent fait face et puis il roule en dessous de la voiture et puis parfois la voiture roule dessus. Les piétons, classiquement, il y a 3 faces. Il y a l'impact au niveau des jantes, on roule sur le thorax, sur le capot et puis on est éjecté, classiquement, et on les retrouve par terre. Donc la prochaine fois que vous aurez un patient qui était éjecté, qui était renversé par une voiture, faites très attention. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et je vous rappelle, un échange d'énergie. Les chutes, on l'avait dit 6 fois l'éjection, fois 3 la taille. Si donc vous avez 3 fois la hauteur, vous êtes 3 fois la hauteur d'un individu, c'est extrêmement dangereux. Potentiellement, il y a des choses qui peuvent se passer. Et on va s'interroger pour savoir sur quoi il est tombé. Si c'est de la terre, il n'y a pas de problème. Si c'est de l'asphalte, c'est du béton, c'est autre chose. La réception sera de plus douloureuse. Il y a la fracture du don Juan, je ne sais pas si vous connaissez, mais donc le don Juan, c'est le type qui va porter ses fleurs à sa dulcinée, puis tombe du balcon. Eh bien, le gars, il va d'abord fracturer ses 2 calcanéums, il peut fracturer son bassin, mais ce qui est souvent oublié, qu'il va fracturer L1 et L2. Donc attention, le syndrome du don Juan, si vous voyez ça, faites gaffe à votre colonne vertébrale, ça peut être très méchant. Les réceptions sur les pieds, je vous l'ai dit, on peut les mains tendues. Il y en a même qui se lancent dans les piscines qui sont vides, il n'y a pas d'eau. Bref, donc il faut toujours ouvrir l'œil. Regardez l'impact dans le pare-brise, le rétroviseur, la déformation de la cellule, le status du volant, la ceinture, l'airbag, les pétichis, la ceinture, les pieds au front, les chevilles, les pédales, les morts. Donc il est important, vous êtes vraiment un Sherlock Holmes qui rentre dans la voiture et savoir ce qu'il s'est passé réellement. Alors, on a le temps? Oui, on a le temps. Un accident de voiture, vous avez un micro, je reste ici. Vous avez un micro. Voilà, on a une moto qui roule en bressuire, pris latéral par un véhicule. Le type, il a son casque, il est éjecté par terre et vous arrivez en SMUR. Voilà. Ce patient se plaint essentiellement de sa cheville qui fait très très mal. Il n'a plus son casque parce que les gens le lui ont retiré. Et qu'est-ce que vous faites en numéro 1? Quoi? Mettez sa tête. Mettez la tête. Oui. Après. Regarde ses pipis. Très bien. Après ça. Vous voulez? Allez. Les voies aériennes, d'accord. Très lourd. Après ça, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes de santé, vous faites ça tous les jours. Allez, qu'est-ce qu'on fait? La quoi? La conscience, très bien. Après?
La saturation, d'accord. La saturation, quoi d'autre? Petite perfusion? Non? Avant ça, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quoi? Collier cervical, pas mal, oui. Tu le mets quand, le collier, tout de suite? Tu le mets tout de suite? Il y a ta tête, et dès que tu peux le mettre, tu le mets. D'accord, j'entends. Autre chose, s'il vous plaît? Pour radial, très bien. S'il vous plaît? Palpation de l'ensemble du corps, donc tu fais une approche tout à fait secondaire, très bien. Quoi d'autre? Je vais à l'hôpital avec ce patient? Il se plaint essentiellement de sa cheville. Je peux vous dire aussi qu'il est un peu palo, un peu polypnéique. Mais voilà, sans plus. Alors, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de voir la systématique du PHTLS qui va vous aider à approcher valablement un patient de ce type-là. Plus jamais vous ferez ce que vous avez fait maintenant. Vous allez voir. Voilà, la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord la sécurité. C'est important. Donc, il faut mettre un véhicule de pompier. Il faut veiller à sa sécurité parce qu'il y a des suraccidents. Ce n'est pas rare de voir des ambulanciers qui soient renversés. On l'a encore eu récemment dans le ring de Bruxelles. La scène, mais c'est ce que je vous expliquais, la typologie. Voir ce qui s'est passé. Je vous ai dit que 90% des lésions sont imaginables. Et puis la situation. Qui vous êtes? Si vous êtes un infirmier, vous êtes un ambulancier, vous avez peut-être besoin d'un SMUR. Si vous attendez de faire vos bilans complets pour dire « Tiens, j'appellerai peut-être un SMUR », c'est un peu tard, on perd 10 minutes. Tandis que si, dès le départ, vous faites votre 3S, vous êtes bien parti. Donc si je vous apprends la situation là tout de suite, là, notre gars, j'étais le SMUR, ben, la situation était quand même sous contrôle. Alors, une fois que vous êtes sur un accident, il y a deux situations un peu particulières qui sont l'incendie et l'arrêt cardiaque. L'incendie, il faut sortir le patient du véhicule. On ne va pas commencer à faire un ABCDE dans la voiture. Même chose pour l'arrêt cardiaque, on ne va jamais masser dans une voiture. Donc ces deux patients doivent être sortis immédiatement par une manœuvre que les pompiers très bien, sur la manœuvre de Rotec. Vous allez apprendre ça, on maintient le coup et on sort le patient du véhicule. La désincarcération, je ne sais pas non plus ici vous expliquer tout le phénomène de la désincarcération. C'est un gros travail, mais je vous engage à aller chez les pompiers de votre région et de faire des exercices avec eux. Voilà, on met une voiture, on met un gars blessé dedans, ils arrivent, ok, il y a l'officier des pompiers, ils prennent en charge la désincarcération, et puis à un moment donné, il est venu avec l'équipe médicale qui fait une première évaluation, il se retire, laisse les pompiers travailler, et donc ça vous permet à ce moment-là, en live, de faire le travail tout à fait correct en collaboration avec eux. Donc ça, je crois que c'est important. Alors l'approche que je vais faire ici est une approche essentiellement clinique, qui va vous permettre valablement, je pense, d'approcher de votre patient préhospitalier. Ce qu'il va faire, c'est de chercher le patient qui nécessite les soins en premier. Ce n'est pas toujours facile, parce que parfois on s'occupe de l'arrêt cardiaque et peut-être pas de la personne grave à côté. Et ce patient qu'on a trouvé, à évaluer, on va l'évaluer et le traiter. L'objectif, c'est de l'évaluer rapidement, l'identifier l'hypoxie, l'état de choc et les hémorragies. Donc ça, c'est une évaluation qui se fait en général en 15 à 30 secondes. Donc ça va aller très vite. L'ETC nous a apporté une nouvelle notion. On appelle le 5-second round. Nous la faisons. C'est en approchant le patient, on voit trois choses. Est-ce que son REE est bon? Parce que s'il ne passe pas, il faut faire quelque chose tout de suite. S'il a un arrêt cardiaque, on va peut-être le masser tout de suite aussi. Et s'il a une grosse hémorragie, on ne va pas dire « Attention, on m'a dit qu'il fallait faire ABCDE et je le ferai au E ». Non, si quelqu'un commence à saigner, on le comprime. On le fait de façon immédiate. Donc le 5-second round ou quick look, ou ABC quick look, les trois choses qu'il faut faire de façon immédiate. Vous allez avoir l'REE. Alors là, notre ami là, tout à fait clair, on parlait du collier cervical. En fait, l'REE, et on immobilise la tête, mais on n'est pas obligé de mettre le collier cervical tout de suite. Le collier cervical, en fait, va se mettre au D. Dès qu'on est arrivé au D, qu'on n'a pas mis le collier cervical, on s'arrête et on met son collier cervical. D'accord? C'est ça qu'on le, à ce moment-là qu'on le met. Puis on fait le E, l'environnement. Alors je vais vous choquer. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais actuellement on met en cause le collier cervical. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce sera un exposé qui durerait 1 heure. Pourquoi le collier cervical peut être délétère? Et il est délétère à certains moments. Et donc, au Canada,
Ils ont proposé une nouvelle approche. Malheureusement, c'est tout à fait flou. Mais voilà. Et l'idée, c'est quoi? C'est que si notre patient, il a des lésions tout à fait instables, prouvées, il a plus de 65 ans, c'est tout à fait un engourdissement des membres, etc., on ne discute pas. On met son collier cervical. Par contre, un certain nombre de questions vont se poser. Si le patient est cohérent, il n'a pas bu. Si le patient n'a pas de lésion distrayante, s'il a mal à son poignet, il ne va pas vous dire s'il a mal au cou en même temps. D'accord? Mais s'il n'a pas de lésion distrayante. Si on a un examen neurologique tout à fait complet, qu'il n'a aucune douleur au cou, on peut ne pas immobiliser ce patient. Il n'a pas mal, il n'a rien du tout. Ceci dit, si malgré ça, on a un doute, on met son collier cervical. Donc ça, c'est une nouvelle attitude qui est proposée. Chez nous, il y a un groupe à Liège qui est en train de revoir les choses, parce que comme on a éduqué les pompiers à mettre le collier cervical systématiquement à tout le monde, maintenant on leur dit « Ah, peut-être pas tout le temps », ça risque de faire des ennuis. Donc actuellement, on a maintenu l'indication chez nous du collier cervical, mais on sait que dans l'avenir, on est en train de réfléchir, on pourra en discuter peut-être tout de suite. Alors, le 1, on va d'abord dégager les voies aériennes supérieures. D'accord? Moi, je me rappelle un chirurgien chez nous, Monsieur Cout, il y avait 42 coups de tournevis, notamment au niveau du cou. Et il avait une jugulaire externe qui saignait. Le chirurgien s'est plongé sur sa jugulaire externe, mais n'a jamais vu que le patient avait une obstruction des voies aériennes supérieures, et en plus, il avait un pneumothorax suffocant. Le patient, il est mort. D'accord? Donc, il faut mettre ses priorités. Donc, les voies aériennes supérieures, ça tue. Des petites techniques que vous apprenez dans les cours, c'est le chin lift, le jaw thrust, éventuellement l'aspiration. Le biais. Le biais, on va évoluer la situation. On va entendre sentir. On va voir si la ventilation est correcte. La fréquence, c'est important. Le monsieur que nous avions avait une polypnée. On va regarder, on va donner l'oxygène. On peut discuter de l'oxygène d'homme polytrauma, je sais, mais s'il y a une saturation de 94-98%, on n'est pas obligé de mettre de l'oxygène. On va ausculter le patient, on va regarder, on va trouver, chercher, trouver, traiter. Si vous voyez une plaie soufflante sur un pneumothorax perforant, on met un pansement de 3 côtés. Donc on agit tout de suite sur le trauma, on n'attend pas. La circulation, on va voir le pouls. Alors, c'est marrant, je ne voulais pas prendre de tension initiale. Ma première évaluation, c'est avec un pouls. Là, tantôt, il y a quelqu'un qui m'a dit le pouls. C'est très bien, on va prendre le pouls. D'accord ? Et on va voir les hémorragies, on va voir la perfusion. Donc c'est très clinique comme approche. Remarquez, je n'ai pas parlé de saturation. Hein. D'accord ? Je n'ai pas mis le saturomètre. Je suis dans une évaluation clinique. Et donc je vais regarder ma tension. Si mon pouls est radial, j'ai 8. Je suis bon. Si j'ai un pouls fémoral, il est 7. Si j'ai un pouls carotidien, il est 6. Si je n'ai pas de pouls carotidien, qu'est-ce que je fais? Je masse. Ça va? On va voir la coloration. On va voir le pouls capillaire qui a 2 secondes normalement. Tout ça, c'est clinique. Si une hémorragie externe, on va le comprimer. Si une hémorragie interne est suspectée, notamment par le mécanisme, fracture du bassin, on met directement la tuile de bassin. Nous, facilement, on la met. On pourra aussi discuter après si vous voulez. Alors, la classification du choc hypovolémique, je l'aime bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle nous aide à voir si le patient est critique ou pas. Classification 1, 2, 3, 4. La perte en liquide, c'est comme le tennis, hein. 15, 30, 40, facile à retenir. Donc, moins de 15%, le pouls il est correct, la respiration est bonne, la tension est bonne, la différence entre les deux est bonne, et le monsieur il pisse bien. Le stade 2, il a perdu 1/3 de son volume circulant, il est tachycarde, il respire plus vite. Attention, sa tension est bonne. Il y a simplement la diastolique qui monte. Petit signe, important. Et il pisse un peu moins, mais ça, vous ne le voyez pas. Le stade 3, c'est presque 50% du volume circulant qui est parti. Regardez, il devient tachycarde, polypnéique, il chute sa tension. La diastolique, la différence chute tout à fait, et il pisse beaucoup moins. Et donc, ce stade 3 est appelé le choc décompensé. Si vous avez ça, qu'on a souvent d'ailleurs en préhospitalier, vous pouvez agir. Une fois que vous avez le décompensé, bonne chance. Il y a un enfant qui est en décompensé, vous ne le rattrapez plus. Donc c'est important de repérer ces patients. Et si vous avez une chute de tension artérielle, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement grave. L'état de choc hypovolémique ne se résume pas à une hypotension artérielle. Ce signe apparaît tardivement. Il est synonyme d'un état de choc hypovolémique
décompensé. C'est une des règles, les choses les plus importantes de mon exposé, c'est de bien retenir ça. L'examen neurologique, évidemment, on va le on va prendre des systèmes qui sont plus simples que le Glasgow Coma Scale, AVPU, que vous connaissez tout, alerte verbale, pain non response 6. Ça va beaucoup plus vite. Et puis, on va voir l'oxygénation de notre patient, parce que vous avez déjà vu les patients qui sortent du véhicule, ils sont un peu agités, mais c'est parce qu'ils sont hypoxiques, et c'est les plus difficiles à traiter d'ailleurs, surtout qu'on a essayé de lui mettre un collet cervical. Puis, il ne faut pas oublier que nos patients, ce sont des malades. Ils sont peut-être en overdose, ils ont pris des médicaments, ils ont peut-être fait une hypoglycémie. N'oubliez pas. On va regarder les pupilles qui doivent être pupilles égales et réactives à la lumière. C'est important parce que c'est un réflexe, une image de ce qui se passe dans le cerveau. Puis on va voir rapidement la motricité, la sensibilité des 4 membres. Exposé, on va avoir déshabillé notre patient complètement. On va voir tout ce qui est en dessous de la réserve de son intimité. On va lutter activement contre le refroidissement parce que vous savez que ce qui tue aussi le polytrauma, c'est le froid. Et n'oubliez pas que toutes les pathologies, obstruction des voies aériennes supérieures, pneumothorax sous tension, pneumothorax soufflant, tamponade cardiaque, hémothorax massif et choc hémorragique, comme on le verra tantôt avec une focus, sont accessibles à l'échographie. Donc je crois que c'est important que l'échographie ait sa place à ce niveau-là. Et donc, c'est une image d'ailleurs de Philippe Pes. On fait, mais je ne vais pas me lancer là-dedans, une échographie, il a tout à fait la place dans le camion ou à l'hôpital. L'échographie d'un cardiaque, je ne vais pas dénaturer le sujet de mon ami Philippe, mais donc il y a quand même dans le polytrauma 4 situations qui peuvent être diagnostiquées grâce à l'échographie, qui sont l'hypovolémie, le pneumothorax suffocant, la tamponade et l'obstruction thromboembolique mécanique. L'embolie pulmonaire peut être vue à l'échographie, mais ça, Philippe nous en parlera tantôt. L'examen secondaire, ça va évaluer systématiquement notre patient, du début jusqu'à la fin, ce qui n'aurait peut-être pas été vu à l'examen primaire. Et puis l'objectif, c'est d'atteindre les soins définitifs. Quel est le traitement de l'hypoglycémie? C'est du sucre. Quel est le traitement de la fibrillation ventriculaire? Le choc. Quel est le traitement du polytrauma? Le chirurgien. D'accord? Donc il n'y a pas de raison de ne pas aller directement chez lui. Donc vous avez remarqué que je n'ai pas mis de perfusion. Voilà, donc il y a classiquement l'heure d'or. Donc si un patient a un polytrauma X qui risque d'en mourir et que vous attendez l'heure passée, il risque de mourir définitivement. D'accord? Et pour arriver cette heure à l'hôpital, il ne faut pas dépasser les 10 minutes sur place. C'est toute la discussion du stay and play, savoir qu'est-ce qu'on fait, parce que si on dépasse les 10 minutes, ça peut être toxique. Alors, une étude qui a été faite en 2003 au Canada, c'est pas mal, c'est amusant. On a pris des docteurs, on a pris des gens formés de type infirmier, et puis des paramédics simples qui ramènent dans les trauma centers. Si uniquement les traumatismes graves dont les victimes auraient pu être sorties vivantes, les docteurs ils font 33%, 28% et 26%. Là, les docteurs sont bons. Mais quand on voit la mortalité globale, regardez les docteurs. Terrible, hein? Ça, on va se poser des questions. Et en fait, le problème, c'est qu'une personne sur le terrain peut appliquer toutes les techniques qu'il veut pour stabiliser le patient. Et ça peut avoir un effet négatif sur la survie. Donc il faut, je pense, être intelligent, faire ce qu'il faut, mais le faire vite. Et donc, ce que nous appelons, nous, le team and time. Alors, le traitement, l'oxygénothérapie, on en a un peu parlé. Le remplissage, il faut mettre des gros calibres, perfuser, des cristalloïdes. Hypotension contrôlée, nous déclenchons le code rouge systématiquement si c'est nécessaire. On administre de l'hexacil 1 gramme IVD et puis on le met au pouce syringue. Contention, immobilisation, relevage, bancardage, anesthésie, sédation. Ça, c'est classique et ne fait pas partie de mon topo. Donc, le traitement, évidemment, est important. Petite discussion qu'on aura peut-être après à nouveau, c'est qu'est-ce que j'utilise, la planche d'olivier ou bien le matelas coquille. La planche d'olivier, on a un cours chez nous, bien fait, c'est les Suisses qui nous ont appris, et on utilise cette planche dans l'eau, on la retire de la voiture pour sortir nos patients, on fait des extractions latérales dans le patient, etc. Voilà, avec un boa, on le sort du véhicule, on le met sur sa planche, d'accord? Et c'est ce patient-là qui part à l'hôpital. Deuxième système, c'est le matelas coquille, ce que les Suisses appellent le matelas vacuum. Et donc, on insère notre patient de matelas coquille et il va également à l'hôpital. Moi, personnellement, on peut aussi en discuter. La planche d'olivier doit être respectée pour des gens qui sont graves, critiques.
Dès qu'un patient est stable, je pense qu'il vaut mieux mettre un Matakuki. Alors, il existe toute une série de scores. On en a parlé tantôt avec notre ami précédent. Ce sont tous les scores. Il y en a des très simples, hein, d'accord. Vous avez le traîneau. Vous avez ici les critères de Vittel dont il nous a parlé. Tous ces critères, tous ces scores permettent de voir, d'approcher, de faire une approche cohérente, avoir un score et le transmettre à l'hôpital, et surtout dans les études, dans les registres, pour pouvoir enregistrer la même chose tous. Alors, ce qui est encore plus important, c'est le message à l'hôpital. Le message, ça, c'est l'ETC qui fait, c'est pas mal. Il nous demande de faire l'athémiste. Donc, par téléphone, simplement donner l'âge de la victime, le moment où se produit le trauma, le mécanisme lésionnel, donc ça maintenant vous l'avez vu, l'injuries, les lésions, S, les signes vitaux, T, le traitement qui a déjà été donné, et le temps estimé pour arriver. Je pense que l'athémiste peut être extrêmement important et permettrait de sauver beaucoup de vies parce que les informations ainsi sont bien transmises à l'hôpital receveur. Et donc chez nous, on a maintenant le chirurgien, s'il a ces questions, il interrompt ce muriste. Attends, stop, athémiste s'il te plaît. Tac, 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 tac. Et je sais ce qui se passe avec mon patient. On va terminer notre patient. Qu'est-ce que je fais avec mon patient qui a été renversé à Bressuire? Qu'est-ce que je fais maintenant que vous savez tout? Qu'est-ce que je fais? Je fais 3 S, vous êtes d'accord? J'assure ma sécurité. Qu'est-ce que je fais? Je regarde ce qui s'est passé. Donc il a été éjecté, peut-être avec la tête sur le trottoir. D'accord? 3 situations. Chez nous avons des PIT, des infirmiers dans les ambulances, l'infirmier déclenchera peut-être un SMUR. D'accord? Je vais faire mon... Avant ça, 5 secondes rounds. On a été voir son airway, il nous parle, pas de problème. Il n'est pas en arrêt cardiaque, je suis rassuré. Et il n'a pas de grosse hémorragie. Ce n'est pas un critique. Puis je fais mon A. Donc il me parle, dit qu'il a mal à sa cheville. Donc, là, il est bon. Hein. Mon collier cervical, non. J'étais à sa tête, mais au D, je le place. Oui, mais d'accord. Mon B, je l'ausculte, tout était bon. Saturation, je n'en mets pas. Ça ne m'apporte rien du tout. Par contre, il est polypnique. Si vous me l'avez demandé, il était à 30 par minute. Ça, c'est pas mal. Il est pas 30 par minute. Mon C. Qu'est-ce que je fais de mon C? Je prends mon pouls. Il n'avait pas de pouls périphérique. Puis je le prends là. Je sens un tout petit peu. Là, je le sens. 140 par minute. Capillaire fill time. 4 secondes. C'est plus pas grave du tout. Hein. Est-ce que je mets une perfusion? Non. Là, je vous choque. Hein. Est-ce que la perfusion va le sauver? Monsieur Moll, que vous connaissez peut-être, si vous nous l'avez passé, il parle des petites souris. J'ai le temps de raconter ça. Des petites souris. Soit ce sont de petites souris à qui on met des perfusions, soit de souris sans perfusion. On coupe la queue. Toutes les souris qui avaient une perfusion, mortes. Les seules qui ont survécu n'avaient pas de perfusion. Parce que la perfusion, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente le débit, ça maintient l'hémorragie externe, ça dilue et ça refroidit. Ça fait tout ce qu'il ne faut pas. Donc, je crois qu'il faut être intelligent. Une perfusion, permettra des drogues pour pouvoir interroger votre patient. Mais effectivement, si on a un patient qui a un cas de tension, on va le remplir. Ça, c'est sûr, on va faire une épreuve de remplissage. Mais ça, ce n'est pas magique. Chez mon patient qui était ici, ce n'est pas la perfusion, vous allez voir, qui allait le sauver. D'accord? Donc, on était au C. Donc, le monsieur avait un choc hypovolémique. D'accord. Il peut avoir d'autres chocs, hein, vous savez, mais on ne va pas rentrer là-dedans, on en parlera tantôt. Mais donc, il choc hypovolémique. OK. Alors, qu'est-ce que je fais après? Je fais mon C. Je vais regarder son ventre. Et il se plaint du côté gauche. Il a très, très, très mal du côté gauche. Et comme c'est moi qui suis dans le SMUR et j'ai mon écho, je mets ma petite sonde
et je vois du liquide dans son colaire, entre la rate et le rein. Je regarde en suspens bien rapidement, j'ai du liquide. Donc j'ai une rupture de rate. Grave, le monsieur. Vous avez vu? Avec mes deux mains, on est con, mais avec mes deux mains, je fais un diagnostic. Je continue. Après mon C, je fais mon D. Le D, ça va. Il a mal à sa cheville. Je ne me suis toujours pas occupé de sa cheville. D'accord? Puis je fais mon E, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le déshabiller complètement, je vais vérifier qu'il n'y a pas de lésion, je vais le couvrir pour qu'il ait bien chaud, et je prends la direction de l'hôpital, en faisant un atémiste à mon chirurgien, voilà, et je dis, voilà, mon patient, il a ça. Et c'est le chirurgien qui va le sauver. Alors si dans l'ambulance, mon infirmière met déjà ma petite voie d'entrée, qui prend ses paramètres, on peut mettre une saturation à ce moment-là, parce qu'on est dans le bilan secondaire éventuellement. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que l'approche clinique du polytrauma au préhospitalier est extrêmement essentielle. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Des questions? Je vais commencer. Donc, tu disais 10 minutes sur place. Donc, alors c'est vrai que je dirais que ça dépend quand même du réseau et où on est. Et s'ils sont incarcérés, parfois ça met du temps. Qu'est-ce que tu en penses justement de la transfusion préhospitalier? Parce que tu as dit finalement à ce patient qui est 140, on ne lui mettait même pas de perfusion. Donc la transfusion préhospitalier et éventuellement le PFC, parce que là aujourd'hui, comme les militaires utilisent le PFC. Nous utilisons essentiellement des cristalloïdes, d'accord, en préhospitalier. C'est vrai que je suis un peu provocateur ici, mais je pense qu'on aurait pu le remplir un tout petit peu, sachant qu'il était en choc. Je suis d'accord avec toi. Le sang en préhospitalier, nous n'y voyons pas beaucoup d'intérêt, puisque nous, en général, nos centres sont très proches. Moi, un SMUR sort chez nous et dans la moyenne de 12 minutes sur place. Il est aussi vite de retour, donc voilà, donc ça ne se pose pas. Par contre, déclencher le code rouge à l'hôpital, oui. Donc, une situation comme celle-ci, je déclenche le code rouge parce que je sais que ce patient va devoir avoir du sang, etc. Donc, oui, on le déclenche. Mais pas de notion de produits sanguins et tout ce qui est colloïde, maintenant, n'est plus tellement utilisé uniquement. Et l'hyperase n'est pas utilisé non plus. Donc, on est dans du cristalloïde, tout simplement. Finalement, entre le scoop and run et le stay and play, on a le play and run. Oui, en fait, en traumato, c'est ça. Oui, pouvoir jouer dans l'ambulance. Si on pouvait tout faire en roulant ou en volant, c'est vrai que c'est... Mais je crois que le médecin en préhospitalier, parce qu'il y a une grosse dispute chez nous entre les infirmiers et les médecins pour ça, je pense que le médecin en préhospitalier est extrêmement important. Je crois qu'on ne va pas pouvoir le gommer. Il y a des systèmes où il n'y a pas de médecin. En Hollande, aux États-Unis, en Angleterre, c'est des paramédics. Je crois que le médecin est important. On l'a vu avec l'échographie, mais on le voit également avec des techniques comme l'ECMO, etc. Donc je pense que le médecin a sa place. Par contre, l'approche, comme je l'ai approchée, clinique, elle est tout à fait abordable par l'ambulancier, par l'infirmier, par le médecin. C'est la même logique. On est d'accord? Et donc, ce que le médecin doit simplement freiner un tout petit peu, c'est la technique supplémentaire qui va lui faire perdre du temps en gain de temps. L'échographie, la MIPES vous racontera ça, ça vous fait gagner, je pense, dans 15% des cas, on réoriente correctement son patient grâce au fait qu'on a de l'échographie. Un pneumothorax est vu en 20 secondes, alors qu'à l'hôpital, on mettra 10 minutes pour le mettre à la radiographie. Et donc, je pense que l'échographie embarquée est quelque chose d'extrêmement important, d'où éventuellement son utilisation. Mais il faut faire ça en 3 minutes. 2-3 minutes, ça ne peut pas retarder ton évacuation, ça c'est sûr. Ouais. Oui. Merci. Ouais, je pense que les messages que tu as passés sont effectivement extrêmement importants. Aujourd'hui, on avait la chance, ton traumatisé n'avait finalement qu'une rate et une cheville. Où
places-tu l'adage de tout polytraumatisé doit être intubé, ventilé avant d'être transporté, ce qu'on a tous appris à l'école, et que, oui, je pense que ça en a sauvé quand même pas mal. Peut-être ça en a tué quelques-uns. Nous ne le faisons pas chez nous, systématiquement. L'adage n'existe pas en Belgique, donc jamais entendu. Mais c'est vrai que le patient traumatisé hypovolémique majeur, je pense qu'il faut l'intuber tout de suite. Il ne faut pas attendre d'être à l'hôpital, d'avoir trop de tension pour commencer à mettre un tube. Et puis le devenir chez le neurologique aussi, il faut le remplir. Donc là, je pense que tu as tout à fait raison. Patient hypovolémique majeur, stade 3 ou 4, il faut penser à l'intubation, certainement. Sur le collier cervical, parce qu'effectivement, c'est un gros sujet aujourd'hui. Hein. Et tu disais, nous, moi, je sais que certains des pompiers ont commencé à discuter, eux, sur de ne pas être systématiques. Et on aimerait bien quand même discuter avec eux pour qu'on ait le même type de parole. Je sais qu'au Canada, il y a eu des travaux. Alors, c'est à propos d'un cas. Mais moi, quand j'avais vu les discussions au Canada, mais c'est à propos d'un cas. Oui. Je me souviens quand même qu'on avait laissé passer quelqu'un, mais qui avait une fracture C1, C2, mais qui pendant 3 jours était très bien. Oui. Et sur le moment de l'accident, il n'avait pas présenté de douleur. On l'avait laissé partir. Et 3 jours après, quand il arrive aux urgences, il a un peu mal. Et quand on fait la radio, eh ben là, on demande aux patients de ne plus bouger. Et je pense qu'on était beaucoup plus stressé que lui. Mais n'empêche que je me dis sur quels critères. Alors j'avais sur ce patient-là, ils avaient mis au scanner le collier cervical et on voyait vraiment une dislocation des C1, C2 qui se produisait. Un collier cervical, ça cache tout. Oui, c'est vrai. Hein, vous avez des lésions, on pense que les lésions médulaires sont sous-estimées. Ces lésions médulaires sont provoquées probablement par une hypoperfusion. Et le fait de mettre un collier cervical, ça ne va pas aider. D'accord ? Les gros hématomes, ça ne voit pas au niveau du collier cervical. Il y a intubé, l'obstruction des voies aériennes supérieures. Tout ça a déjà été évalué. Donc je pense que le collier cervical doit être mis de façon intelligente. Et il faut probablement, avec une réflexion comme le groupe Nexus a fait, savoir, voilà, le patient, allez, le gars qui sort de sa voiture, qui n'a absolument rien du tout, qui n'a pas mal au cou, qui n'a aucune lésion neurologique. Monsieur, collier cervical. Monsieur, un collier cervical, il ne peut pas marcher. Monsieur doit être couché. Monsieur doit être couché, on met dans le matelas coquille. On arrête, quoi, il n'a rien. Donc voilà. T'es d'accord ? D'autres questions ? C'est pas encore l'heure d'aller à manger aussi ? Ah si, quand même. C'est pour ça qu'il n'y a pas de questions. Merci beaucoup, Benoît.